Salut Ellie, écoute, est-ce que tu peux te Salut. présenter en quelques mots? Alors moi, je m'appelle Ellie, j'ai 28 ans, je viens du Guatemala. J'ai été adoptée à l'âge de 2 ans et demi avec mon grand frère biologique qui a 1 an de plus que moi. On a été adoptés, le 18 avril, 1998, facile à retenir et voilà. Ça veut dire que est-ce que tu as des souvenirs à 2 ans et demi de quelque chose ou pas? Alors, des souvenirs, je peux pas vraiment dire que j'en ai dans le sens où, mes parents ont filmé tout leur parcours d'adoption, de leur arrivée, au Guatemala jusqu'à notre, arrivée en France, mais 2 mois après notre arrivée en France. Donc en fait, on a toujours eu un visuel sur ce qu'a été notre adoption. Du coup, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu des souvenirs. C'est toujours quelque chose qui a été chez nous très, très, enfin, comment dire? C'est toujours quelque chose qui a existé chez nous, ce visuel. En revanche, sur les images qu'on avait de notre, bah, du coup, de notre film d'adoption, il y a des fois où j'ai vraiment l'impression de me rappeler de ce que je ressentais à certains moments du film. Donc c'est plutôt des souvenirs de ressenti plutôt que des souvenirs visuels, vu que je les ai pas perdus ces souvenirs-là. D'accord. Et des souvenirs de toi là-bas, par contre, avant que tes parents viennent te chercher, tu en as Non, ou? rien du tout. Non, non. OK. Et ton frère, tu sais pas s'il en a lui? Bah, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense pas, je pense qu'on en aurait enfin, je pense qu'il me l'aurait dit ou mais je pense pas. C'est une bonne question, c'est vraiment quelque chose à lui demander, tiens. Et ben voilà, je lance l'idée. Exactement. Alors Ellie, qu'est-ce que tu fais toi maintenant actuellement? Qu'est-ce que tu fais comme job et tes passions à côté? Alors, moi, j'ai fait, beaucoup de choses différentes, mais là, je suis en pleine reconversion professionnelle pour devenir community manager. Et bah, mes passions à côté, j'ai beaucoup enfin, je suis dans une famille d'artistes. Mon grand-père a fait beaucoup de dessins dans sa vie. Enfin, c'est quelque chose qui baigne un peu. Donc, bah, moi, j'ai un peu suivi un peu tout le monde et moi, je me suis lancée, mais c'est dans le maquillage. C'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 11 ans, donc depuis très très jeune. J'en ai fait mon métier pendant un temps. À cause de soucis, j'ai pas pu continuer, mais du coup, enfin de soucis de santé, j'ai pas pu continuer, mais du coup maintenant, je le fais mais différemment. Et je suis aussi passionnée beaucoup de photos. Donc en fait, je publie sur les réseaux donc bah, mon travail en tant que make-up artiste et mon travail aussi en tant que photographe nature. Voilà. D'accord, super. Et donc c'est une passion, lui plus le maquillage maintenant, alors qu'avant c'était un travail. C'est ça, exactement. OK. Et donc là, le but, c'est de pouvoir maintenant vivre en tant que community manager. Exactement. Super. Merci beaucoup à toi. Euh, Là, on a parlé de ton travail et vraiment de toutes tes passions. Est-ce qu'il y aurait un fait, un truc particulier, intéressant, amusant sur toi que peu de gens connaissent, que tu peux partager? Oui, bah, j'en ai parlé à mon compagnon quand tu m'as envoyé les questions. Et il y a quelque chose, c'est vrai que les gens s'en rendent pas compte quand ils me voient en vrai. C'est vrai que j'ai pas l'air. Je suis quelqu'un de très très timide dans la vraie vie. Enfin, vraiment c'est presque extrême. Et ça, les gens ils s'en rendent pas compte parce que bah, sur les réseaux, je me montre en tant qu'artiste. Et la personne que je suis en tant qu'artiste et la personne que je suis dans la vie privée, ça n'a rien à voir. Et je suis très très timide. Et les gens en général, ils sont étonnés quand je leur dis ou quand ils me voient en vrai et qu'ils voient que je suis timide. D'accord. Et donc, en fait, finalement, est-ce que tu pourrais dire que ton travail, ta passion, finalement, ils t'ont aidé aussi à dépasser cette timidité que tu as en toi? Ah, je sais pas parce que en vrai en fait j'arrive à différencier beaucoup les choses. C'est-à-dire que mon travail c'est une chose, ma passion c'est une chose et ma vie privée c'est encore autre chose. J'ai vraiment besoin de tout séparer. Du coup, ce que je suis au travail n'a rien à voir avec ce que je suis en tant qu'artiste et n'a rien à voir à ce que je suis dans ma vie privée avec bah, mon compagnon, ma famille, etc. Donc vraiment, ce que je suis dans ma vie privée, c'est beaucoup de timidité, beaucoup de réserve, je suis très introvertie alors que c'est exactement l'inverse que je suis dans mes passions. D'accord. Et donc, est-ce que ce serait plus un moyen d'expression pour toi, finalement? Oui, oui, Tu oui, le en vois fait, plus ça me comme ça? permet, d'être une autre partie de moi-même. C'est ça. Parce que c'est aussi moi, mais j'aime pas trop le montrer dans ma vie privée. D'accord, OK. C'est super intéressant, je trouve, justement, de voir à quel point, finalement, on peut être dissocié et on peut être Oui. différent en fonction des différents domaines, et que la différence soit aussi importante, finalement, de ce que tu as l'air Oui. de dire.
Oui, parce que du coup, les gens sont surpris quand ils me voient dans ma vie professionnelle et qu'ils me voient parfois en privé, ça n'a rien à voir. D'accord, parce que même si finalement, tu peux, peut-être vivre des choses avec des personnes au niveau professionnel, tu les vois peut-être dans la vie privée à côté, même là, en fait, tu changes. Tu n'es pas Oui. avec eux comme tu es dans le travail. Ah oui, rien à voir. D'accord, OK. Rien Parce à que des voir, fois, ouais, des fois, finalement, on a montré une facette de soi au c'est ça. travail et même si les gens les voient à l'extérieur, parce que peut-être ils sont devenus des amis ou autres, Mmh bah, mh. finalement, on se montre encore sous le même jour. Et toi, Ouais, c'est non. ça, alors que moi, vraiment pas du tout. Ça amène à plusieurs, situations assez rigolotes d'ailleurs quand ça arrive. Ah ouais, genre, tu en aurais une Oui, à bah, partager? alors j'ai travaillé, pour un centre d'aide au retour à l'emploi, dont je ne citerai pas le nom et ce que j'étais au travail, j'habitais pas dans une grosse ville, donc je croisais souvent les demandeurs d'emploi dans mon cadre privé, juste en me promenant et ils venaient me voir comme moi si j'étais au travail, mais ce que je suis au travail, encore une fois, ça a tellement rien à voir. Alors ils venaient, ils se précipitaient vers moi et moi, alors ma spécialité, c'est de me cacher derrière mon compagnon. C'est ma grande. Quelqu'un arrive dans la pièce, je ne le connais pas, je cours derrière mon compagnon, il fait 1,80 m, je fais 1,50 m, c'est parfait pour se cacher. Donc en général, lui, et du coup, ça m'est arrivé une fois, un monsieur, il était très gentil, mais je m'y attendais pas et moi j'ai eu peur tout de suite, je me suis cachée derrière lui. Et quand il m'a revu au travail, il m'a dit mais vous êtes super timide en vrai. Je suis bah oui, mais je suis dans mon cadre privé, ça n'a rien à voir et c'est vrai que c'était assez rigolo. Bah ouais, bah, j'imagine qu'en tout cas pour l'autre, en tout cas, ça doit être aussi particulier. Oui, parce que bon, moi j'ai l'habitude maintenant, mais c'est vrai que pour les autres, je comprends que ça soit surprenant. Oui, c'est ça, toi tu te connais, donc tu sais. Mais c'est vrai que C'est ça, une personne exactement, ouais, lambda ne capte pas forcément ces 2 facettes ou 3 facettes que toi tu as. exactement. Mais bon, j'imagine que le tout pour toi, c'est de réussir à jongler avec ça et de trouver un vrai Oui. équilibre. Oui, et puis moi maintenant j'ai tellement l'habitude que c'est la routine. Quel est le lien, la relation personnelle que tu as, toi, avec l'adoption? Que ce soit avec d'autres personnes adoptées ou avec tes parents qui t'ont adopté ou autres, carrément? Moi, bah, du coup, l'adoption, ça a jamais été un sujet tabou pour nous. C'est toujours un sujet avec, lequel je parle très facilement de l'adoption, mais avec les autres aussi. Parce que souvent, bah, d'ailleurs, par le milieu professionnel, je trouve que c'est le meilleur exemple. Quand les gens parce que bon, bah, je suis typée de peau, ça se voit, les gens me demandent mes origines et puis, j'en viens souvent à parler d'adoption et puis, ben, ça amène à beaucoup de questions parce que tout le monde n'a pas connaissance du sujet et du coup, bah, la personne, elle est là, elle est adoptée, donc ils posent les milliards de questions qui se posent et moi, j'en parle toujours très facilement, il y a pas de tabou. J'en parle beaucoup avec fierté en plus. Je suis très fière de cette adoption, je l'ai jamais enfin, je l'ai pas mal vécu et je le vis pas mal et que les gens me posent des questions, mais aussi indiscrètes soient-elles, parce qu'il y a des fois où c'est quand même très indiscret, C'est mais clair. ça me dérange pas d'y répondre. Il y a vraiment j'ai aucun problème avec le sujet, que ça soit, bah, du coup, même dans mon milieu professionnel, dans mes milieux privés, dans le milieu artistique. Vraiment, pour le coup, je pense c'est le sujet qui me fait parler facilement. D'accord. Et donc ça a toujours été comme ça ou c'était au fil du temps? Ouais, je crois que ça a toujours été comme ça. Enfin, de mon souvenir, j'ai jamais eu, parce que bon, bah, quand on est enfant, par exemple, à la cour de récré, bon, bah, ça amène aussi à des questionnements des autres enfants et moi, j'ai jamais eu aucun problème à dire, bah, c'est pas mes parents biologiques, quoi. C'est ma mère, mais c'est pas elle qui m'a mise au monde. Elle est venue me chercher, à l'autre bout du monde et voilà. Mais et ça tou enfin, de mon souvenir, ça a toujours été comme ça. Alors que mon frère, par exemple, je l'ai pas souvent vu en parler. Je pense pas que ce soit un sujet que lui, il aborde, pas c'est pas parce que c'est difficile, mais c'est parce que lui, il aborde simplement pas, je pense. Oui, il a pas du tout la même relation à l'adoption et peut-être que c'est Exactement, un sujet exactement. sans être un sujet pour lui, Oui, peut-être. exactement. Alors que pour moi, c'est un sujet. Si on me lance là-dessus, il y a pas de problème. On peut en parler des heures. Exactement. Bah, bienvenue au club. Oui, j'ai vu ça. Ça me rassure de pas être la C'est seule. ça, c'est ça, tu es pas la seule, rassure-toi. Et donc de ce fait-là, toi, vu que tu arrives à 2 ans et demi, Mmh mh. j'imagine qu'il y a pas eu besoin qu'il y ait une annonce que tu as Non, été adoptée. non, oui, il Tu as y a pas eu pas de du découverte. tu vois, tu as pas de Non. souvenir de: «On m'a annoncé tel jour de cette Ouais. manière-là que Je j'ai sais été pas si je adoptée». l'aurais vécu pareil si on avait enfin, s'il y avait eu une sorte d'annonce, Ah ouais? de révélation. Le fait que ça se soit fait aussi «naturellement» entre guillemets, ça m'a permis de voir les choses très naturellement. Je veux dire, Oui, j'imagine. la normalité des autres, c'était pas ma normalité à moi. Ma normalité pour moi, ça a été d'être adoptée. Pour moi, avoir un enfant,
et qui viennent de soi, c'est un peu lunaire pour moi. C'est pas quelque chose qui me vient. Enfin, c'est plus logique pour moi d'être adoptée que un parent qui a un enfant naturellement, alors que c'est censé être naturel. Mais du coup, bah moi, c'est pas ma normalité, quoi. Particulier en fait de cette vision-là, et je l'avais jamais entendu moi auparavant, de finalement toi, ta normalité c'est l'adoption, alors finalement, comme tu le dis, pour le commun des mortels, la normalité, on pourrait dire que c'est avoir un bébé dans le ventre et accoucher. Il y a eu un moment où vraiment je m'en suis rendu compte, c'est quand je suis devenue belle-mère. Mon compagnon a un enfant et ça m'a paru tellement plus logique d'aimer un enfant qui n'était pas le mien. Enfin, je le savais déjà que pour moi c'était comme ça, mais on va dire que ça a éclairé le sujet. Mais ça me paraissait plus logique d'aimer un enfant qui n'était pas le mien. Bon, même s'il a une maman qu'il aime très fort et tout, et c'est pas, mon idée n'était pas de prendre sa place, mais c'était plus logique pour moi de me dire, bah oui, de toute façon c'est pas le mien, ça va être facile, c'est normal pour moi. Alors Oui, bah que oui. si j'avais eu un enfant tout de suite, enfin, si j'avais eu un enfant moi-même et tout, ça me paraît plus comment dire? J'ai pas le mot, ça me paraît pas naturel pour moi en fait. Pour moi, c'est pas naturel. D'accord, OK. Et donc justement, quel lien tu as à la maternité toi, par rapport à ça? J'en ai pas oui et non. J'ai été diagnostiquée d'une endométriose à 22 ans. J'en ai 28 maintenant. J'ai jamais voulu d'enfant. Jamais, D'ac jamais, jamais. Quand, vous savez, enfin, quand tu sais, dans la cour du collège, les filles commencent à dire, bah moi un jour je veux un mari, un enfant, etc. Moi j'étais là en mode, bah pas moi. Et ça a continué pendant des années, jusqu'à ce qu'on me dise que je puisse pas avoir d'enfant. Et là, ça m'a titillé un petit peu, mais je sais pas, 1 an, 2 ans, et puis après, en fait, j'en ai jamais voulu. Donc, la normalité est revenue. Je pense que j'étais un peu sous le choc d'un diagnostic, etc. Mais là, l'envie est toujours pas là, quoi. Moi, je suis une belle-mère très heureuse, j'ai mon compagnon, l'envie d'un enfant n'est pas présente, elle l'a jamais vraiment été, et je pense que ça va rester comme ça encore longtemps, quoi. Et et je bah, c'est m'épanouis top. très bien comme ça. Et ben, c'est le plus important, je trouve, clairement. Mais c'est pour ça que je peux te poser la question, parce que je trouve ça super intéressant Mmh, que tu puisses en parler de cette manière-là. Et je suis persuadée que ça aidera énormément de personnes qui, comme toi mmh. aussi, n'ont pas du tout ce désir. Et c'est tellement pas une obligation. Donc, je trouve ça super Bah, chouette que oui, tu oui. puisses en parler de cette manière-là, de manière aussi simple, fluide et naturelle, en fait. Donc, je Mmh. te remercie parce que je trouve ça top de pouvoir en parler comme ça. Mmh. Si tu devais partager des défis ou des obstacles que tu as rencontrés en tant que personne adoptée, toi, est-ce que tu en as eu? Et Oui, si oui, lesquels? je pense que le pire, ça a été la dépression. J'ai été diagnostiquée d'une dépression profonde vers 11 12 ans. Et c'était vraiment très, très dur. Ça m'a amenée à me faire énormément de mal. Moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Ça a été un divorce très difficile et très chaotique. Et je vivais des choses à côté vraiment très, très difficiles aussi, parce qu'il y avait l'adoption, mais il y a aussi l'adolescence, enfin l'arrivée de l'adolescence, l'arrivée du moment où on grandit, où on devient plus une petite fille, mais on devient un peu une jeune adulte. Enfin, c'est un mélange de tout, et cette dépression, elle m'a vraiment, terrassée. Enfin, à ce moment-là, moi, je pensais que je m'en sortirais pas, quoi. Ouais. La Et ça a dépression, ça a duré à été peu près combien de temps, tu saurais dire ça, cet état-là? Où tu pensais n jamais pouvoir t'en sortir? oh, des années. Des Ouais, années, vraiment. Et ça a été, c'était dur parce qu'au-delà du fait du mal-être psychologique que j'avais, je me faisais beaucoup de mal physiquement, je m'automutilais beaucoup. Ça a duré plusieurs années, je dirais, j'ai arrêté l'automutilation déjà, j'avais 16 ans. ouais. Donc ça fait Ça fait 5 ans 16 déjà, ans que j'ai hein. vraiment arrêté, même s'il y a eu des rechutes, mais c'est vraiment à 16 ans que j'ai arrêté, et je pense que c'est vers 16 ans que ma dépression, elle a vraiment, enfin, j'ai vraiment guéri. Vu que c'est D'accord, une vraie maladie, et en guérir, c'est long, c'est fastidieux, ça demande beaucoup d'énergie, et ça a été très, très difficile. d'accord. Et donc émotionnellement, comment toi tu as réagi à cet obstacle qui était finalement la dépression, cette maladie-là que tu as traversée? Comment tu as réagi émotionnellement? Quelles étaient tes réactions, en fait? J'ai sombré. Franchement, je me suis complètement laissée sombrer. Enfin, vraiment le monde me tombait sur la tête, et je l'ai laissé faire. Genre vraiment, je passais mes journées à pleurer, je passais mes journées à me faire du mal.
et j'ai pas réagi, je me suis pas dit: «Bah, faut que je m'en sorte». Pendant longtemps, j'ai laissé faire et la seule chose qui me maintenait, on va dire, en vie, c'était ma mère. Mais, pendant longtemps, oui, ça j'ai émotionnellement, j'ai laissé mes émotions me submerger complètement. D'accord et donc ton quotidien, si tu te souviens à l'époque, finalement, tu allais quand même encore, à l'école ou pas? Comment ça marchait? Ouais, ouais, c'était dur l'école. C'est vrai que, j'étais dans une école, où j'avais quand même de la chance d'avoir un corps enseignant qui comprenait. Ma mère leur avait, expliqué, un petit peu la situation et quand mon diagnostic est tombé, bah, elle leur en avait parlé. Donc, bah, il y a des fois où parce que je dormais beaucoup la journée et je dormais très, très peu la nuit. Donc j'étais très fatiguée en classe et il y a des fois où clairement je m'endormais, hein. Je passais l'heure de cours à m'endormir et ils disaient rien quoi. Ils comprenaient que j'étais dans une situation où, j'avais pas besoin de pression en plus parce que ce que je vivais, c'était déjà difficile donc ils ont essayé d'agir comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient et l'aide qu'ils pouvaient m'apporter, même s'ils pouvaient pas faire grand chose pour moi et que la seule aide que je pouvais m'apporter, c'était moi-même. Mais ouais, ça a été compliqué et puis, bah, expliquer ça à tout le corps enseignant, que tout le monde comprenne, que tout le monde arrive à faire preuve de bienveillance. Je sais que pour ma mère, ça a pas été évident. D'accord et donc tu dirais que c'est dans ce moment-là de ta vie qui a été, plus que complexe, ce serait ta maman qui finalement a été, ton alliée là-dedans? Ouais, il y a eu ma mère. Ma mère, ça a été le pilier après ça a toujours été le cas, hein, mais ma mère, c'est vraiment le pilier de ma vie et il y a beaucoup de gens qui me disent que je parle souvent de ma mère, justement, quand je parle d'adoption, mais ma mère, c'est pas que ma mère, c'est la personne qui m'a sauvé la vie à de très nombreuses reprises. Je veux dire, si elle avait pas été là, je pourrais pas discuter de ça, maintenant. C'est elle qui m'a permis de devenir, indépendante émotionnellement, c'est elle qui m'a dit: «Là, tu vas aller voir un psy». C'est elle qui m'a aidée à avoir ce diagnostic de dépression. Enfin, sans elle, je serais pas là. C'est une réalité. Je pense que j'aurais jamais pu survivre si elle avait pas autant enfin, si elle m'avait pas autant aidée, si elle m'avait pas autant portée sur ses épaules. Parce qu'elle avait sa vie de femme à côté. En plus, elle avait divorcé. Donc c'est difficile d'être une femme seule qui s'occupe, on était en garde, classique, donc on allait que les week-ends chez notre papa et elle s'occupait de nous la semaine. Elle avait sa vie, son travail, elle avait pas de vie privée, quoi. Avec moi, c'était impossible, Et impossible. donc et donc concrètement, si tu te souviens, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour toi? Comment ça s'est manifesté, ce soutien infaillible? Alors, bah, de toute façon, elle voyait que ça allait pas. Alors parce que bon, à côté, moi, je vivais des relations très, très conflictuelles avec mon père. C'était, très violent. Je vivais des maltraitances à côté, de pendant toute cette période, je vivais aussi des maltraitances à côté et elle voyait que c'était difficile. Donc à ce moment-là, vu qu'on comprenait pas tout à fait que mon adoption aussi avait un gros impact sur cette dépression, elle voulait régler le problème de l'absence du papa, des violences que moi j'avais vécues. Donc son meilleur ami, était psychologue. Donc un jour, elle m'a dit: «De toute façon, tu as plus le choix, faut que tu y ailles, au moins une séance pour voir ce qu'il nous dit». Donc j'y vais, je discute avec lui. Bon, bah, du coup, c'était quelqu'un que je connaissais très bien. C'est plus facile pour moi aussi, du coup, de lui parler et puis, à la fin, le diagnostic, il tombe, en enfin, je sais pas, en 24 heures, ma mère et son meilleur ami me trouvent un psychologue spécialisé dans les traumatismes et dans la psychologie de l'adolescence et bah, là, elle va me conduire à tous mes rendez-vous, elle va me faire louper l'école si besoin, elle va vraiment, s'en occuper jusqu'au bout. Quand je fais ma tentative de suicide, parce que j'ai fait plusieurs TS malheureusement, à chaque fois, elle s'en est rendue compte à la seconde où elle me voyait et j'avais fait une connerie. À chaque fois, à la seconde, donc bah, soit j'avais pas pris des choses assez graves pour que voilà, donc elle m'a emmenée chez le médecin le lendemain et voilà et soit, bah, elle appelait les pompiers puis, mais à chaque fois, à la seconde, elle s'en est rendue compte et puis, bah, nettoyage d'estomac, la totale quoi, donc mais oui, sans elle, quand je dis que vraiment je serais pas là, c'est vraiment au premier degré du coup, hein. Si elle avait pas été là au bon moment, au bon endroit et si elle avait pas parce qu'elle a son instinct maternel, elle lui a jamais fait défaut, hein. Parce qu'il y avait aucun moyen pour elle de savoir que j'avais fait une bêtise et à chaque fois elle a su, à chaque fois. Donc c'est un vrai pilier. Oui.
c'est un vrai pilier. Puis à côté de ça, j'ai aussi mon grand-père. Mon grand-père, j'en parle un peu moins, mais mon grand-père, c'est, un peu le papa que j'ai jamais eu. C'est l'homme que je pense j'admire le plus au monde. Heu quand on a 11 ans et que, ben, on a un enfant, dépressif, parfois les personnes d'un certain âge, elles comprennent pas et lui, il a toujours compris. Parfois, j'allais juste passer une après-midi chez lui à dormir parce que j'étais sous antidépresseur et que j'étais très fatiguée et je passe et j'étais chez lui et puis je dormais et puis c'était tout et puis ça me faisait du bien parce qu'il me jugeait pas, il me laissait tranquille. Mais tout mon cercle familial du côté maternel, de toute façon, elle s'est toujours comportée d'une manière, très douce et très bienveillante par rapport à ça et c'était tellement important pour moi d'avoir, c'était une bulle de douceur. Ma mère, Ouais, mon grand-père et ce cercle familial était une bulle de douceur pour moi. super, ça, c'est top. Mmh. Et à l'inverse, par contre, de ce fait-là, est-ce que toi, tu as rencontré davantage des personnes ou au contraire ou des personnes ou des situations qui ont rendu ton parcours encore plus difficile? Ouais, bah, oui, du coup, il y a eu des personnes. Il y en a eu 2 vraiment où ça a été très compliqué. Donc c'est les personnes qui m'ont fait vivre, des maltraitances, physiques, psychologiques et des abus. Et c'était très compliqué parce que j'étais dans un moment où moi je comprenais que, l'adoption, c'était plus compliqué que juste aller chercher un enfant. Et je me disais: «C'est impossible que, on puisse vivre tout ça en une seule vie et en aussi peu de temps». Et ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup, je commençais un peu à m'étouffer dans tout ça. Les maltraitances que je vivais, j'arrivais pas à en parler parce que c'était pas j'avais normalisé, en fait, ce que je vivais. C'était absolument pas normal, mais je l'ai complètement normalisé et je l'ai normalisé jusqu'à très tard parce que je me suis réellement rendu compte de la gravité de la situation, j'avais 25 ans. Donc c'est très récent. Donc il m'a vraiment fallu beaucoup d'années et j'étais en colère contre tout le monde, un peu contre le monde entier, en fait et contre eux. Il y a ces 2 personnes m'ont vraiment, j'étais déjà j'étais déjà dans un état psychologique très faible, mais en fait, j'étais plus rien avec ça à côté. J'étais pendant un temps, j'étais vraiment, une boule de nerfs, de tempête, de haine, de colère. C'était impressionnant de violence, vraiment. Je pensais pas qu'on puisse parce que même moi, hein, ça me faisait peur, hein, mais quand je voyais la violence qu'il y avait à l'intérieur de moi, ça me faisait peur. C'était énorme. Ouais, donc finalement, tu avais en fait, tout ce que tu avais vécu, tout ce que tu avais emmagasiné depuis des années, finalement, là, ça ressortait, enfin, ça ressortait en violence interne et externe. Et même toi, à tel point que toi, ça te faisait même flipper, quoi. Oui, c'est De ça. savoir comment tu allais réagir, de savoir ce que tu allais Oui. faire Ah oui. Ouais, c'est et de ça. ce que tu aurais pu être capable de faire. C'est ça? Ouais, exactement. Oui, oui, ah bah oui, bah, de toute façon, j'étais, mais même avec ma mère, hein, parce que même si j'ai toujours été très douce avec ma mère, je pense que c'est la seule personne avec qui j'ai toujours réussi à être assez douce. Mais, et il y a des fois où ça partait et elle rentrait dans ma chambre et j'étais un peu dans une sorte de crise d'hystérie et je lui disais de sortir parce que je voulais pas lui faire du mal. Je m'en serais voulu toute ma vie si jamais je lui avais fait ne serait-ce qu'une seule fois du mal, si je m'en étais pris à elle physiquement parce que j'étais à un stade où je m'en prenais à moi physiquement et je me retenais de m'en prendre aux autres. Je me retenais vraiment, c'était un combat perpétuel intérieur et du coup, quand elle arrivait et que moi je savais que j'étais à pas grand chose de lâcher tout, je lui disais: «Sors, laisse-moi, va-t'en, enfin, je voulais qu'elle se protège, quoi et je voulais la protéger. Et de cette là, dans toute cette période-là, ultra complexe, est-ce qu'il y aurait un moment que tu te souviens, de crise ou un moment d'obstacle majeur qui finalement a particulièrement marqué toi, tout ce parcours-là, dans ton enfance ou ton adolescence justement par rapport à l'adoption? Je pense, je pense que j'ai perdu ma grand-mère très tôt. J'ai perdu, j'étais très jeune et quand elle est décédée, je suis pas allée à l'enterrement parce qu'ils estimaient, à ce moment-là qu'un enfant n'avait rien à faire à un enterrement et j'étais à l'école, j'étais en primaire encore à ce moment-là. J'étais à l'école et j'avais les autres élèves qui comprenaient sûrement pas et qui disaient: «Oui, bon, c'est pas grave, elle est morte, quoi». Et moi, ça m'a brisé le cœur. Hem
c'était, parce qu'on vivait déjà on a vécu des maltraitances avec mon frère, très tôt dans notre enfance. Ça a commencé, on avait, je sais pas, 5 ans environ. J'ai eu des amnésies traumatiques, donc c'est encore un peu flou tout ça pour moi. Quand elle est décédée, j'étais très proche aussi de ma grand-mère, hein. C'était perdre une partie de moi-même et depuis ce et puis en plus, j'ai pas pu vraiment lui dire au revoir et du coup, depuis ce moment-là, les décès, ça a toujours été très difficile pour moi, mais tous les décès, hein. C'est tout vraiment, parce qu'il y a les gens, par exemple, j'ai des animaux, ça a toujours été aussi dramatique pour moi de perdre, un animal qu'un être humain et du coup, ça a rendu un peu tout dramatique comme ça parce que j'ai beaucoup retenu mes émotions pendant beaucoup d'années, que maintenant, quand il y en a une, elle sort mais de façon un peu brusque, un peu violente. Tout est décuplé. Ouais. Donc en fait, pour toi, ce serait ce moment majeur et tu avais quel âge alors? Tu te souviens? Quand elle est décédée, ben, elle est décédée quand exactement? Ah, j'ai du mal avec les dates, hein. Ça va pas trop falloir m'en vouloir, mais avec les amnésies traumatiques, les dates, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour Ouais, moi. OK. J'avais je devais avoir 6 ans. D'accord. Je devais avoir 6 ans. Et donc finalement, c'était juste après, si je j'ai bien compris le déroulé, c'était juste après le début des maltraitances? Oui, D'accord, donc elle est partie très vite après. oui. Et pendant ces maltraitances, elle était pas du tout au courant de ces maltraitances? Personne n'était au courant. D'accord, OK. Il y avait Donc aucun moyen pour que qui que ce soit, à part les personnes concernées, ne soit au courant. d'accord, OK. Personne. Donc elle a pas été je pose la question parce que je me pose la question de savoir si, en fonction de l'âge que tu avais, au début des maltraitances et de l'âge où tu avais, quand elle est décédée, si elle avait été un soutien ou pas, mais si personne ne le savait, non. C'est pour ça que Ouais, je posais la non, non, non. Ma quand j'ai fait ma dépression et cetera, ma mère, elle se doutait qu'il s'était passé des trucs graves parce que, les réactions que j'avais pouvaient pas être aussi parce que alors moi, j'ai toujours été très câlin avec ma mère enfant et d'un coup, je voulais plus qu'on me touche. Je déteste qu'on me touche. Le toucher, c'est quelque chose de presque douloureux pour moi. Si je connais pas quelqu'un suffisamment, je lui fais déjà pas la bise. C'est quelque chose c'est très, très compliqué. Serrer la main aussi, c'est dur. Donc c'était des réactions, enfin, on peut pas passer d'une enfant très câline à une enfant qui détestait être touchée. Elle savait qu'il y avait quelque chose, mais vu que je lui disais rien, c'était très frustrant pour elle. Mais je pense qu'elle se doutait. et donc tu lui disais rien, mais est-ce qu'elle, elle te posait des questions, elle essayait de savoir ou pas? Ou comment ça marchait, tu te souviens? Non, non, elle essayait pas. C'est comme quand parce que bon, du coup, moi, je me suis mutilée pendant plusieurs années. Elle disait rien parce que enfin, je pense, hein, je lui ai pas demandé et ça mériterait d'ailleurs de lui demander. Je pense qu'elle se doutait que tout ce que je traversais, c'était, extrêmement complexe et du coup, j'ai comme l'impression qu'elle voulait pas rajouter des discussions que j'étais pas prête à avoir et laisser ça aux professionnels de santé qu'elle m'avait trouvés, que de venir m'assommer de questions auxquelles j'aurais de toute façon pas répondu. La seule chose qu'elle savait, c'est je lui disais: «Je ne veux plus les revoir» parce que du coup, j'ai décidé de me «débarrasser» entre guillemets d'eux, parce que j'avais pas le choix que de les voir, hein. J'ai décidé de me débarrasser d'eux dès que possible. Je leur ai dit, je fais: «C'est simple, je ne veux plus aucun contact» parce que quand j'étais ado, j'avais un téléphone et cetera. Je veux plus aucun contact, je veux pas de lettres, je veux pas d'appels, je veux pas de réseaux sociaux. Le jour où ça arrive, je porte plainte. Donc elle savait très bien que si je disais que je portais plainte, c'est qu'il y avait une raison et je disais à mon père et à ma mère, parce que du coup, même on avait des liens un peu compliqués, ils s'y intéressaient quand même. Et je disais: «C'est simple, si je parle, ils vont en prison». Oui, donc c'était très Donc clair pour toi dès petite, en fait, très jeune? bah, Ou ça, c'était j'ai pas imposé tout de suite de ne plus les revoir. J'ai subi leur présence, même après, même après avoir compris que ce que je vivais, c'était pas normal. Même si je me rends pas compte de l'ampleur de ce que je vis, je me rends compte que c'est quand même pas normal. Donc j'impose dès que je peux et dès que je suis en âge et puis dès que mon père aussi me laisse suffisamment tranquille pour pouvoir l'imposer, de vraiment plus avoir aucun lien avec eux. Mais, quand ça arrive, de toute façon, en vrai, c'est trop tard. Quand j'impose ça, c'est trop tard. Alors dans quel sens tu dis: «C'est trop tard»? Je comprends pas. c'est trop tard parce que le mal est fait. Le mal Ouais. est fait. Les traumatismes sont déjà là et sont déjà tellement ancrés que de toute façon, ça ne change rien au parcours
qui m'attend psychologiquement pour me reconstruire. Encore une fois, voilà, il y a l'adoption, c'est une chose et c'est déjà difficile, mais quand il y a ça à côté, le parcours du mieux-être et pour avoir une santé mentale stable, il est décuplé, quoi. Et quand je dis que je veux plus avoir contact avec eux, c'est pour pas aggraver les choses, mais de toute façon, les choses sont déjà très graves. Donc, je sais que je peux porter plainte contre eux et je sais que j'aurai raison, mais je le fais pas parce que déjà j'ai besoin de ma tranquillité, parce que c'est des adultes qui vont tous, enfin qui, c'est toute une famille qui va se liguer contre une enfant. De toute façon, j'aurais pas de crédit. Et puis de toute façon, j'avais fait une demande au juge pour être protégée. J'ai pas été, enfin, je devais, j'avais demandé à ne plus les voir. Ils ont dit que je pouvais, enfin que je les verrais quand même, mais on va dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai la phrase exacte en plus. Ah oui, ils ont dit: «Vous les verrez, plus souvent mais moins longtemps». Donc je souffrirai plus Logique, souvent mais moins longtemps. c'est pas très logique tout ça. Donc la justice Ça française n'a aucun sens. m'ayant déçue, j'ai laissé tomber, j'ai juste coupé les ponts, ils m'ont laissé aussi tranquille parce que je pense qu'ils avaient peur que je parle aussi. Et on va dire que du coup, je les ai complètement sortis de ma vie, et je suis restée, enfin, je suis restée dans ma bulle avec, mon cercle familial, quoi. D'accord. En tout cas, ton cercle familial soutenant. Oui, exactement. Et de ce fait-là, par rapport à l'adoption en particulier, est-ce que tu as vécu des moments de doute qui font que Ouais, tu as eu du mal à accepter peut-être ouais, l'adoption ou pas? ouais. Bah, justement, au même moment où il y a tout ça, je me fais, alors je sais pas pourquoi je me fais cette réflexion, hein, même encore maintenant, hein, et ça vient de nulle part et ça vient par hasard. Je comprends que l'adoption, c'est un abandon avant. C'est pas qu'une adoption. C'est que c'est plus compliqué, comme je disais tout à l'heure, bien plus compliqué que juste, des gens qui veulent des enfants, qui peuvent pas en avoir et qui vont chercher des enfants. Quand je comprends que pour être adopté, il faut avoir été abandonné, c'est, c'est un drame, vraiment, hein. C'est un drame encore au-dessus de tout ce qu'il y a déjà. C'est, vraiment, hein, du coup, enfin, quand je le comprends, j'ai l'impression que je vais jamais y survivre. Enfin, j'étais à 2 doigts à ce que ça me tue, hein, vraiment, hein. Mes premiers, quand je dis que ça me tue, c'est premier, je parle au premier degré parce que c'était l'information de trop à un moment déjà très compliqué, qui était presque insupportable, vraiment. Quand je comprends ça, mon monde déjà pas très solide, bah, il s'écroule complètement, quoi. Le peu que j'avais de bonheur, ça s'effondre complètement. Et tu avais à peu près quel âge, tu le sais ou pas du tout? Pardon? Quand tu as pris conscience de ça, tu avais à peu près quel âge? Ah, j'étais ado, ouais, j'étais ado parce que j'avais pas encore commencé ma psychanalyse. Je pense que j'avais 12 ans, 12-13 ans. D'accord. Ouais, donc si j'avais peut-être commencé déjà ma psychanalyse, ouais, 12-13 ans. Et Ouais. donc, est-ce qu'il y avait, quand tu as pris conscience de ça, que tu as vécu vraiment ces moments, compliqués de doute, importants sur, l'acceptation, le parcours d'acceptation de ton adoption, Mmh. tu as eu des dilemmes émotionnels et psychologiques que tu as dû traverser? Ouais, D'où cette oui, information en parce que plus? alors, quand on est dans un mal-être et quand on est dans une dépression, enfin, moi, j'estimais avec tout ça que j'avais pas ma place ici. Je comprenais pas ce que je foutais là. Qu'est-ce que moi qui ai été abandonnée, qui ai été maltraitée, qui qui était un peu abandonnée par mon père parce que je me sentais aussi beaucoup abandonnée par mon père, adoptif. Enfin, ma place sur terre n'avait aucun sens. Je comprenais pas ce que je faisais là, ce n'était pas légitime pour moi d'être ici. Je veux dire, je me disais: «Mais en fait, à quoi ça sert de vivre si de toute façon à la base on voulait pas de moi?» Donc ça a été, ça a été ça à rajouter au reste. Et puis surtout, moi j'avais à côté, j'avais un frère aussi à côté. On était 2. Autant, moi, mes liens avec, mon père, c'était compliqué, autant les liens avec mon frère, c'était aussi compliqué. Donc quand je comprends ça, bah, tout s'effondre. Enfin tout change. Ma perception de la vie change. Tout, comment dire? C'est comme si je passe d'un moment, enfin d'une certaine innocence d'enfant
à, tout de suite, bah, bienvenue dans la vie d'adulte et dans les réflexions d'adulte. C'est vraiment le Donc ça ressenti que j'ai. donc en fait, ça a carrément changé même ta perspective sur la vie, si je comprends bien? Ouais, exactement, exactement. Heu, je veux dire, j'étais à un âge assez, jeune pour ne pas, enfin, on est censé être un peu, insouciant à ce moment-là, et moi Oui. je me posais des questions sur l'avenir. Je pense que, à 12-13 ans, personne ne se les pose. Déjà, je me faisais des réflexions en mode: «Mais en fait, demain, je peux mourir écrasée sous un camion. Demain, ma vie peut s'arrêter», et j'étais en En fait, mode: «Bon». est-ce que tu es en train de dire que finalement, tous ces événements-là et cette prise de conscience-là, t'a permis de prendre conscience de ce que c'était que la vie et la mort, en fait, vraiment, à cet âge-là? Oui. Ah bah oui. Et cette Oui, perception-là oui. que, on n'a pas forcément cet âge-là ou en tout cas, on Oui. n'a pas forcément ces questionnements-là à cet âge-là? Oui. Oui, oui, ah bah, ça raccourcit mon enfance, de beaucoup, hein. Parce que l'enfance, elle est quand même au moins censée continuer jusqu'à la préadolescence. Moi, j'avais l'impression d'être déjà dans la phase adolescence, voire plus, très jeune, et de toute façon, ça se ressentait dans le sens où, par exemple, j'étais dans un collège-lycée, j'étais beaucoup avec les lycéens déjà. J'étais pas souvent Ouais. avec les collégiens, et puis quand j'étais, fin collège, début lycée, on allait manger dans une fac. Donc j'étais déjà plus avec les personnes de la fac qu'avec les gens de ma propre école. Donc de toute façon, ça s'est ressenti, et quand je discutais avec eux, je ressentais pas de différence d'âge. Il y en avait une, mais dans notre façon de discuter et cetera, il y en avait pas. Parce que, je pense que ça a modifié le développement réel de mon cerveau, hein, d'un point de vue scientifique. Je pense que tout ça a modifié la façon qu'il a eu de se développer, et qu'il y a eu des choses qui se sont développées beaucoup trop vite. Beaucoup trop Ouais, vite. donc finalement, tu avais une maturité qui était Ouais. complètement différente, des enfants de ton âge et donc c'est pour ça que tu te rapprochais et que tu te sentais plus en lien avec vu tout le passif que tu avais, tout le passé que tu as vécu, finalement, tu étais beaucoup plus en lien avec eux, Oui, c'est avec ça, les plus grands, exactement. les plus âgés en tout cas. Mmh. Et d'ailleurs pour en revenir à l'adoption en général, je t'ai pas posé ces questions, mais est-ce que tu, connais ton histoire à la base? Oui. Ouais? Oui, c'est vrai que c'est oui, 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 bah, du coup, oui, mes parents ont, dans le film qu'ils ont fait, il y a au tout début, quand on était jeunes, on n'avait pas le droit de voir, les 20 premières minutes du film, mais Ah! tout au début, en fait, ils avaient fait tout un explicatif, de pourquoi ils nous adoptaient, pourquoi on avait été mis à l'adoption. D'ailleurs, ça va avoir une place très importante dans ma vie de savoir pourquoi. Et du coup, oui, sur ces 20 minutes, ils ont tout expliqué. Il y a le dossier, qui est accessible à tout le monde, chez ma mère. C'est pareil, c'est comme l'adoption en elle-même, c'est pas du tout un sujet, tabou, quoi. Est-ce que tu as envie de partager les raisons de cette là de du pourquoi tu as été adoptée? Oui, alors, moi, no alors du coup, notre maman, biologique nous a eus très, très jeunes. Elle avait, bah, moi déjà, elle m'a eu, je crois, elle avait 18 ans, et mon frère, du coup, elle l'avait eu 1 an avant. Et elle pouvait pas s'occuper de nous. Elle était pas du Guatemala, donc nous, on est nés au Guatemala, donc on a eu la nationalité, guatémaltèque parce qu'on est nés là-bas, mais elle était pas de là-bas. Elle était du Salvador ou de l'Honduras, je suis plus sûre. Je crois que c'est du Salvador. Donc du coup, elle voulait retourner, dans son pays, mais de toute façon, elle pouvait pas s'occuper de nous. Donc elle a mis mon frère, à la nourrice pendant longtemps quand elle travaillait, et puis quand elle a vu qu'elle m'attendait moi, elle a attendu que je naisse, et puis elle nous a tout de suite déposés, dans un orphelinat, et elle a dit qu'elle pouvait pas, que c'était trop pour elle, qu'il fallait qu'elle reparte et qu'elle pouvait pas partir avec, 2 enfants sous le bras, et qu'elle voulait qu'on vive, quoi. Donc pour qu'ils vivent, c'est une phrase que je me suis fait tatouer. Et quand ma mère m'explique ça, parce qu'en plus c'est une conversion qui a réellement existé, je me sens extrêmement chanceuse d'en avoir eu connaissance. La phrase «pour qu'ils vivent» remet tout en question. Enfin, tout ce que je m'étais dit avant de pourquoi je suis là, de toute façon personne ne voulait de moi, de toute façon j'aurais pas dû être là. Du coup, tout reprend, tout se remet un peu en place. Je me dis: «Bah, en fait, si, c'est juste que, elle voulait qu'on vive et qu'elle a préféré sacrifier son rôle de mère pour le laisser à quelqu'un, de plus apte à le faire à ce moment-là, que,
que de nous laisser, mourir, et être dans un état sûrement, le Guatemala étant un pays un peu «chaud» entre guillemets, la il y avait la guerre civile et cetera. C'était un pays vraiment très compliqué et elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour nous et quand je le comprends, c'est, un soulagement qui est énorme. D'accord et donc est-ce que tu pourrais dire que finalement d'avoir pris connaissance de ça, ça a pu à un moment donné malgré tout te transformer personnellement dans la vision de toi-même, dans la vision du sens dans ta vie que tu allais donner? Oui. Oui, la donc du coup, j'avais une vision de la vie qui était quand même très, très, très noire, hein, parce qu'autant, j'avais pas pris exemple sur les adultes joyeux que je pouvais rencontrer, hein. C'était plutôt sur quelqu'un qui était dépressif, à 11 ans, ressembler à un adulte dépressif, c'est pas terrible, terrible. Mais oui, oui, ça change tout. Je me dis: «Bah, en fait, non, j'ai ma place». En fait, c'est le fait de me dire que j'ai ma place qui change tout. Ça ça prend le pas sur, et ça soulage aussi mes douleurs, psychologiques, hein. Je me dis: «Mais en fait, tout» enfin, je me torturais, psychologiquement parlant et là, du coup, ça prenait tout son sens. Je me disais: «Ah, je suis là pour une bonne pour une raison» et ça m'a donné envie pour la première fois, donc depuis des années, de me battre, de commencer à me battre. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, hein. Quand je dis que je me suis laissée sombrer, c'est que j'essayais même pas de faire un effort, hein, vraiment pas. Et là, je me suis dit: «Ah si, en fait, là, faut que je me batte». Parce qu'elle s'est sacrifiée pour nous, donc nous aussi, faut qu'on donne un peu de nous-mêmes pour vivre. Ouais donc ça finalement ça a donné carrément une autre ampleur à ta vie. Oui, ah oui, complètement. Ah oui, oui. Bah, j'ai commencé à vivre, en fait. Pour Ouais la c'est ça. première fois depuis mon enfance, je commençais à vivre. C'était c'était une nouveauté, c'était bizarre. Même j'avais l'impression de vraiment respirer comme si j'avais été en apnée pendant des années. De Et un réapprendre à respirer, de renaître. Vraiment, c'est le terme. Ce jour-là, j'ai vraiment, c'est vraiment le terme, renaître de ses cendres, c'est ça, un peu comme les phénix. Ça a vraiment, du sens, pour moi, à ce moment-là. et tu sais quel âge tu avais? Je t'embête avec les âges, hein, mais Heu, c'était avant que je sorte vraiment de dépression parce que la dépression, c'est encore une fois, c'est une maladie très compliquée. Je dirais que, vers 15 ans, d'accord. ouais, vers 14-15 ans, mais heu, c'est ouais, c'est là que j'ai commencé à me battre. Même si c'est se battre quand on a cette maladie, c'est pas suffisant, hein, c'est plus compliqué, mais c'est là où j'ai commencé à faire un effort. Où tu en es là maintenant, vis-à-vis de tout ton parcours d'adoption, que ce soit en termes de succès, de défis qui te restent, en tout cas dans ton parcours là où tu en es? Ouais. Pas qui te Je restent, je si c'est un je sujet. Oui, oui, ah bah, oui, oui. La chose, dont je suis, le plus fière dans tout ce parcours, c'est, la victoire contre la dépression. C'est vraiment, je vais pas pleurer, c'est vraiment une fierté qui est énorme parce que, il y a beaucoup de gens à tort qui pensent que la dépression, c'est juste une énorme flemme. Mais c'est une réelle maladie, hein, il y a des scanners qui le prouvent, des IRM qui le prouvent et de m'en être sortie alors qu'il y en a qui s'en sortent jamais, c'est une fierté qui est énorme, d'avoir réussi à reprendre le dessus, d'avoir pris goût à la vie aussi parce que c'est important, de pouvoir parler de mon parcours avec fierté, de ma mère biologique avec fierté aussi parce que je suis très fière d'elle, hein. Je suis très fière de ma mère, mais ma mère biologique aussi a évidemment une importance énorme dans mon cœur. De pouvoir, parler de ces 2 femmes avec autant de fierté et de me dire que les 2 ont fait partie de ma vie, c'est, c'est quelque chose de très important pour moi et de leur rendre hommage aussi, c'est très important pour moi. Donc toutes ces petites victoires, elles m'ont permis de devenir, celle que je suis aujourd'hui, vraiment. Carrément, finalement, carrément, ça c'est Oui, évident oui. et tu dis, «Elles ont fait partie de moi», mais elles font toujours partie. Exactement, oui, ah bah, oui, bien sûr. Chaque fête des mères, je pense évidemment à ma maman, mais et j'ai toujours une pensée qui va au Guatemala, c'est évident pour moi. Bah oui, je comprends, parce que moi c'est pareil, donc je comprends complètement ce que tu Bah dis et oui, ce que tu partages. ouais, mais même ma mère, hein, je le sais, hein, elle en parle un petit peu moins et tout, mais je sais que chaque année, au moment de la fête des mères,
Elle va à l'église et elle remercie, cette femme, de m'avoir mis au monde, hein. Je le sais, on est toutes les 2 très reconnaissantes de ce qu'elle a fait pour nous, hein, pour nous 2, ouais. Je trouve ça très beau comme geste, ce que ta maman fait, à la fête des mè Ouais, 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 super beau, en fait ouais, non, et si elle est remarquable de le faire ouais. et d'avoir autant conscience de tout ce qui s'est joué finalement autant pour elle que Mmh pour mh. toi et que pour, ta maman biologique. Je trouve ça, Ouais, c'est super ça. émouvant. Bon, ça a toujours été, pareil, ça a toujours été évident pour nous que même si, bah, c'est ma mère et il y a personne enfin, il y a eu aucun doute là-dessus, hein. De toute façon, j'étais adoptée, mais les gens qui nous connaissent pas, ils disent qu'on se ressemble. Alors bon, mais c'est vrai qu'il y a ça a toujours été, important pour moi et pour elle de savoir lui rendre hommage parce que si elle avait pas fait ce sacrifice, j'aurais pas rencontré la personne la plus importante de ma vie, ouais. C'est ouais et on est reconnaissantes toutes les 2 pour ça beaucoup. Mais je trouve ça très beau, en tout cas. Et par rapport à tout ton parcours d'adoption là, quel enseignement t'en tires? Si tu devais en tirer? Bah, que pour s'en sortir, il faut le vouloir. Il faut que ça vienne de nous. Ça peut pas venir des autres. Ma mère, elle a essayé pendant des années de le faire pour moi, mais c'est impossible. Si on veut y arriver et il faut aussi savoir accepter de sombrer parce que il y a toujours ces vous savez, c'est un tu sais, ces phrases bateau de «Le positif attire le positif» et cetera. Non, parfois le négatif aussi, ça attire le positif et si j'avais pas vécu tout ça, peut-être que moi, maintenant, je me rendrais pas compte de l'importance et de que c'est la vie, que à quel point c'est précieux et je me rends compte maintenant. Un peu trop parce que maintenant j'ai très peur de la mort, mais je m'en rends compte et sans ombre, il y a pas de lumière et sans lumière, il y a pas d'ombre. Les 2 sont nécessaires. Il faut savoir parfois être un peu triste, être un peu mal pour profiter de quand ça va. Quand on a été mal pendant autant d'années et qu'après on va bien, on va vraiment bien et on se rend compte de la chance que c'est que de pouvoir sourire, de pouvoir vivre, d'avoir un toit sur sa tête, d'avoir de la nourriture tous les jours. Toutes ces petites choses qui paraissent futiles ont une importance énorme et quand on peut s'en rendre compte, c'est je trouve que c'est super bien pour pouvoir vraiment, cultiver ce bonheur. Je trouve ça très, très beau et justement, si tu devais donner des conseils ou des choses à des personnes qui ont été adoptées et qui sont en tout cas pas du tout, en tout cas à l'aise, bien ou en phase avec ce qu'ils ont vécu avec leur adoption, avec leur abandon, qu'est-ce que tu leur dirais? De parler. De parler. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça parce que moi j'ai pas voulu parler pendant des années, ma pauvre maman elle s'est battue. Mais si j'avais su le bien que ça me ferait, je l'aurais fait plutôt de parler, mais pas seulement, à ses parents parce qu'en vrai c'est toujours plus difficile et moi je parlais pas du tout à ma mère, mais que ce soit un professionnel de santé, à d'autres adoptés parce que moi aussi du coup j'ai pris contact avec d'autres personnes adoptées, ça m'a fait beaucoup de bien. Avec des amis, avec le corps enseignant parfois aussi, le corps enseignant peut être d'une grande aide, en tout cas ça a été le cas pour moi. D'extérioriser. Parce que, bah, pour avoir intériorisé pendant des années, c'est pire que mieux. Donc, si on a peur d'être jugé et cetera, il y a des professionnels, surtout quand on est ado, il y a même des professionnels qui prennent gratuitement. Je sais que ça a un coût, hein, un suivi psychologique, mais il y a des associations qui aident et tout et je pense que c'est quelque chose qui est important d'extérioriser, de pas tout garder pour soi. Parce qu'un parcours d'adoption, que ça soit le mien ou peu importe lequel, c'est un parcours, pour moi qui donne un bagage à la vie et si on sait pas quoi faire de ce bagage, bah, ça peut mal terminer comme ça aurait pu mal terminer comme moi et c'est dommage. Donc discuter avec des gens, extérioriser, échanger même avec des gens qui sont peut-être pas d'accord ou qui comprennent pas, mais le fait d'avoir un point de vue différent du nôtre, ça permet aussi de se placer, différemment et de réfléchir différemment. Je pense que c'est quelque chose de très sain. De toute façon, la discussion et l'extériorisation, c'est quelque chose de très sain pour moi. Et donc justement par rapport à ce que tu apportes sur le fait de pouvoir libérer une parole et libérer ce qu'on a à l'intérieur de soi, hem, comment tu penses que le système d'adoption, il pourrait être amélioré justement pour toutes les personnes qui ont été adoptées et les enfants, au départ? Ben, alors, moi, je sais que mes parents étaient suivis par des psys. Alors, bon, ça s'est fait, dans des années, lointaines, enfin lointaines.
J'ai l'impression de ça me rend vieille de dire ça, mais C'est ça? pas du tout. Mais, Tu rassures. je trouve que le suivi psychologique, il est pas assez, mis en enfin, je sais que maintenant c'est plus le cas. Mais bon, je trouve que c'est pas assez mis, en avant sur le long terme. Parce qu'une fois que l'enfant est là depuis, 3-4 ans, ben, parfois, tout le monde arrête les suivis psy, mais en fait, un enfant adopté, il est toute sa vie et je pense qu'un suivi psy jusqu'à l'adolescence, ça me paraîtrait être le minimum. Je pense que c'est des choses qui pourraient être mises en place facilement en plus. C'est dommage que ça soit pas fait. Complètement et surtout qu'en fait, il y a quand même une notion qui est pas for je trouve, pris en compte, c'est que tout enfant qui a été adopté, comme tu l'as si bien dit, a vécu un abandon avant et donc c'est un traumatisme de base, Ah oui. de base. Heu et il y a pas de, «Oui, mais moi je l'ai connu, ma mère, moi je l'ai pas connu, moi elle m'a abandonné à tel âge, machin, gna gna». Il y a Oui. pas du tout cette histoire-là. C'est à la base, tout enfant qui a été adopté a vécu un abandon, donc quoi qu'il arrive, a vécu un traumatisme. Donc moi, je te Mmh. rejoins complètement là-dessus, c'est que c'est Bah essentiel oui. de pouvoir, mettre en place un suivi pour tous les enfants, même si au premier abord, hein, ça reste allé très bien. Même Bah si oui. certains ont été adoptés à 2-3 mois et ont en fait, quoi qu'il arrive, le corps se souvient qu'à un moment donné, il y a eu ce traumatisme-là, à un moment dans Mmh. la vie de l'enfant. Donc je te Ouais, mais rejoins bien sûr. complètement là-dessus. Ah mais oui. C'est en tout cas une amélioration qu'il pourrait y avoir, dans tout le système du parcours d'adoption, en tout cas, Ouais. pour les parents et pour les enfants, je trouve. Ah bah oui, oui, de toute façon pour tout le monde, hein, parce que les parents aussi, hein, les pauvres, je leur dis: «Bon, Non bah, mais ça y est, vous pouvez être parents et puis c'est tout». Mais c'est vous ça, allez pas être parents, juste parents, vous allez être parents d'enfants adoptés. C'est c'est ça. quelque chose aussi, je trouve. Oui, je trouve que pour les 2, pour tout le système en général, Mmh. ça devrait être obligatoire. Je Ouais. suis d'accord avec toi. En tout cas, un grand merci parce que, ce podcast va se terminer. Un grand merci pour ces échanges parce que je trouve qu'ils ont été ultra pertinents et ça a été génial de pouvoir bah, que tu puisses partager, ton parcours et ton histoire qui est unique, Merci à toi. qui est pertinent d'entendre parce que je trouve que chaque histoire compte. J'aurais une dernière question à te poser. Ouais. Avant de terminer de se quitter, Ellie, quelle serait ta définition à toi, à ce jour, à l'instant T, de ce qu'est Mmh. l'amour inconditionnel? Ah! Ma définition à moi, c'est, de l'amour inconditionnel, c'est ma mère. Voilà. L'amour inconditionnel, c'est ma définition à moi, c'est ma mère. Voilà. C'est très beau. Eh ben, écoute, je trouve qu'il y a pas plus belle définition. Donc, merci à toi et Merci puis à toi. qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Ah! De réussir mon ma reconversion professionnelle et puis, de continuer à être épanouie comme je le suis. Parce que c'est quand on a vécu des traumatismes, comme ça, c'est un parcours, enfin, c'est un combat de tous les jours. Il faut tous les jours se lever et vouloir aller bien. C'est très facile de retomber dans des états dépressifs donc continuer à se battre pour ça, c'est important et j'ai envie de continuer à me battre. Donc de réussir à ça, ça c'est je me le souhaite aussi. Eh ben, je te le souhaite vraiment de tout cœur, avec tout mon amour et encore merci Ellie bah, pour le temps que tu as accordé, pour partager ton histoire, ta si belle histoire et Merci. j'espère que ça va en aider plus d'un. Bah, Merci moi à toi. aussi. Merci.